Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Club Hebdo. Notre invité ce samedi est le président des jeunes agriculteurs, Jean-Hubert François. Bonjour, monsieur François. Bonjour. Nous reviendrons donc avec vous sur les événements de Matiti qui se déroulent depuis une dizaine de jours. C'est l'une des actualités que nous allons traiter à l'occasion de cette émission. Pour nous commenter cette actualité et vous poser aussi des questions, mes deux collègues de Guyane Première, Clotilde Séraphin. Bonjour Clotilde. Bonjour Thierry. Et Charlie Torres. Bonjour Charlie. Bonjour Thierry. Bonjour monsieur François. Bonjour Mme Séraphin. Alors Jean-Hubert François, on aurait souhaité en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs. On vous a vu lors des événements de mars manifester, revendiquer. Vous avez organisé il y a quelques semaines le salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes dans la culture vivrière. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, moi je suis installé depuis 5 ans sur la commune de Montsinéry-Tonnet-Grande, en particulier sur la banane plantain, avec une diversification sur la dachine, sur les patates douces, avec actuellement là un montage de... D'ailleurs, je suis en reconversion aussi en agriculture biologique, avec un poulailler de poules pondeuses qui va sortir de terre, avec un projet également de porc plein air. Donc voilà, ça... Les projets agricoles n'arrêtent pas, mais je suis au début de l'installation, donc c'est vrai qu'on va sur plusieurs choses, on teste, mais pour l'instant, ce qui est vraiment fixé, c'est la banane plantain et les cultures vivrières. Et vous avez un parcours atypique, car vous n'êtes pas dans le milieu de l'agriculture depuis très longtemps, en fait. Ah non, en fait, moi, je suis pas du tout issu de l'agriculture. Je serais ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon agricole, un ORCAD familial. C'est-à-dire que ma famille n'est pas du tout issue de l'agriculture. D'accord. Moi, à l'école, j'ai fait de la comptabilité. Après, j'ai fait différents travails. Et puis, un jour, j'ai décidé de m'intéresser à l'agriculture. Je suis allé faire un diplôme agricole au lycée agricole et je me suis installé par la suite. Charlie? Néanmoins, M. Jean-Hubert François fait partie du paysage, on va dire. Mais j'aimerais lui poser la question, est-ce que depuis votre implantation, vous sentez un engouement de la jeunesse pour l'agriculture, la jeunesse qu'on dit qui ne s'intéresse pas à ce secteur? Ah, mais complètement, complètement. Moi, je vais vous dire, quand j'ai passé mon diplôme agricole, sans remonter très loin, ça fait 10 ans. Et il fallait que dans notre classe, qu'on soit à 15 pour pouvoir tenir la formation. On était tellement peu nombreux qu'on a dû prendre une classe de bac et une classe de BEP pour avoir 15 élèves. Aujourd'hui, cette même classe est toujours à 15, mais avec une liste d'attente de 40 jeunes. Donc, si on regarde juste sur la formation, et là, aujourd'hui, même des jeunes au collège viennent me demander, quand ils me croisent dans la rue, on me dit, monsieur, je vais être agriculteur, comment faire? Donc oui, l'engouement, il est là. En tout cas, le métier d'agriculteur a été dépoussiéré. C'est une autre vision qui est vue de l'agriculture. Un métier difficile, néanmoins. Ça reste quand même un métier difficile, comme les autres métiers. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de métiers faciles. Mais après, c'est vrai que c'est un métier qui est très mécanisé. Donc, tracteur, tous les outils qui vont avec. Donc, on va dire qu'il est moins difficile qu'avant, mais par contre, c'est un métier qui est devenu plus technique et c'est devenu un métier aussi, malheureusement, qui est devenu très administratif. Clotilde Séraphin. Nous parlions hier, Jean-Hubert François, de la production d'œufs en Guyane, qui est la seule production à couvrir 100% de la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importation d'œufs de l'extérieur. On rêverait qu'il y en ait d'autres. Quelle pourrait être la prochaine? Sur quoi faudrait-il mettre l'emphase? Moi, je pense... Votre production, par exemple, peut-être les bananes plantains, les tubercules, non? Oui, ces productions-là, ces productions, de façon ce qu'on dit, sont des productions endémiques du pays. Ça veut dire qu'ils ne souffrent pas vraiment de maladies. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui est culture vivrière, on pourra atteindre une forme de souveraineté alimentaire. Et puis après, en production animale, j'ai envie de dire que ce que moi, je vois qui pourrait atteindre le même résultat que les œufs, ce serait les poulets de chair. C'est-à-dire que c'est à peu près une production qui se ressemble. C'est quelque chose à ce qu'on appelle chez nous un cycle court, c'est-à-dire qui se reproduit très vite ou alors qui produit très vite. Et donc moi, franchement, une production sur laquelle je mise, c'est bien le poulet de chair pour voir plusieurs jeunes s'installer et conforter également les exploitations existantes sur le territoire. Vous avez des idées, beaucoup d'ambition. Et quand on parle d'ambition, on pense à l'avenir. Je vais vous poser la question quand même, qu'est-ce qui vous différencie, vous, les jeunes agriculteurs, du GRAGE ou de la FDSEA? Non, mais nous, ce qui nous différencie... Vous avez les mêmes revendications, en fait. Oui, sauf que nous, les jeunes agriculteurs, nous sommes surtout axés sur l'installation des jeunes. Donc, d'ailleurs, on est le seul syndicat qui représente les jeunes. Après la FDSEA ou le GRAGE, avec qui,
Mais on voit des jeunes de 60 ans chez vous quand même. Ben oui, parce que finalement, en Guyane, on a une agriculture qui est différente d'ailleurs. D'accord. On s'installe à tout âge en Guyane. Il y a des particularités ici. Il y a une particularité qui fait que chez nous, même quand quelqu'un a 50 ans, 60 ans, veut faire une reconversion ou proche de la retraite, nous dit qu'il veut s'installer, ben les jeunes agriculteurs, on les accompagne. Mais notre fer de lance, c'est l'installation. Et en Guyane, l'installation concerne, on va dire, quasiment toutes les exploitations de Guyane. Alors je disais, vous avez des ambitions, vous parlez bien, on vous écoute, on a envie d'être agriculteur. Et Clotilde, on a envie aussi de poser une question primordiale à Jean-Hubert François, à quelques mois de l'élection à la présidence de la Chambre d'agriculture. Est-ce que justement ce serait un autre palier qui vous permettrait de porter plus haut encore l'intérêt que vous avez pour l'agriculture? Est-ce que ce poste vous intéresse? Oui, ce poste m'intéresse. Et puis de toute façon, je ne ferai pas de langue de bois. Je serai candidat de toute façon aux prochaines élections de Chambre. Je pense que c'est ce que j'avais dit depuis le début de mon premier mandat en 2013. Dès le début, quand j'avais commencé, j'avais dit, vous me jugerez sur mon bilan. Voilà. Sauf que vous êtes secrétaire général de la Chambre d'agriculture et qu'il y a un président actuel qui est Albert Sion, qui fait partie des jeunes agriculteurs. Comment jugez-vous son bilan? Non, il ne fait pas partie des jeunes... Enfin, on est à la Chambre ensemble, mais il ne fait pas partie de... Mais vous étiez dans son groupe? On est dans l'équipe, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous présentez, c'est que vous n'êtes pas satisfait de son travail. Ce n'est pas une question d'être satisfait du travail. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a des dossiers qu'on a envie de mettre de manière prioritaire. Et vous savez très bien, et c'est pas à la Chambre d'agriculture, c'est de façon dans toute représentation, il faut être à la tête pour pouvoir mener des dossiers. Nous, on a mené des dossiers sur installation. J'ai envie de faire des ouvertures sur l'Est, accompagner les agriculteurs dans l'Est, j'ai envie d'accompagner les agriculteurs dans l'Ouest, mais quand je dis dans l'Ouest, c'est vraiment Maripasoula, Papa-Echeton. Donc il faut une véritable envie politique pour ça, et de toute façon, tout le monde le sait que c'est que la présidence qui permet d'impulser ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez préserver une certaine impartialité quand vous avez une étiquette syndicale? Est-ce que le président de la Chambre peut préserver cela? En fait, de toute façon... ça s'est vu par le passé, oui, bien sûr. De toute façon, vous savez, en règle générale, un président de Chambre, à 99%, sortira toujours d'un des trois syndicats, de toute façon. Après, ils ne sont pas obligés que ça soit le président des jeunes agriculteurs qui soit président. Après, il faut dire, de toute façon, moi, je remettrai ma casquette. De toute façon, je ne suis pas candidat à ma propre élection aux jeunes agriculteurs à la fin de mon mandat en 2018. Pour mieux préparer votre candidature à la présidence de la Chambre d'agriculture. Peut-être, mais en tous les cas, depuis un an, donc on est en train de former les futures équipes. Mais voilà, je ne cache pas certaines ambitions, mais ce n'est pas des ambitions tête en l'air. C'est-à-dire c'est avec un bilan qui est déjà derrière moi depuis 2013 et que je continue d'ailleurs à travailler sur le territoire. Nous allons poursuivre avec l'agriculture dans quelques instants, car l'actualité aussi est marquée par ce qui se passe actuellement devant la mairie de Macoria. Mais on reste dans l'agriculture, car un agriculteur que vous connaissez bien, un membre fondateur du Grage, Albéric Bent, est devenu donc président. Donc, maire de la commune de Mana. Retour sur ce scrutin avec Lélia Chirumé-Jeannette et Yves Roubaix. 4 candidats sont en lice pour succéder à Georges Patient, maire durant 28 ans. Rosange Firmin, la candidate du maire démissionnaire, Anne-Marie Red-Yatua et Albéric Bent. Après 2 tours où Rosange Firmin est arrivée en tête, suivie d'une suspension de séance d'environ 15 minutes, où des négociations ont eu lieu avec l'opposition, le 3e tour de scrutin a été décisif. Vous le savez, c'est Albéric Bent qui l'emporte face à Rosange Firmin. Rosange Firmin, 13. Albéric Bent, 16. Donc Albéric Bent est déclaré élu. J'ai pu démontrer pendant des années mon implication sur le territoire et ma volonté de faire avancer les choses. Et si aujourd'hui mes collègues m'ont fait confiance, c'est parce que je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi pour pouvoir faire avancer les dossiers. Voilà, faire avancer les dossiers, je suppose que vous êtes content qu'un maire issu du monde agricole ait été élu, du moins, soit le premier magistrat de la ville de Mana. Oui, très content, surtout que M. Albéric Bent, j'ai pu le suivre sur quelques dossiers. Par exemple, le dossier de l'abattoir de Mana, c'est lui. La MFR de Mana, c'est également lui. Donc j'ai pu voir son implication en politique et également dans le milieu agricole. Donc je ne peux que le féliciter. Après, c'est un autre engagement qu'il prend là, mais en tous les cas, je pense qu'on pourra travailler ensemble sur les dossiers des jeunes agriculteurs, d'ailleurs de sa commune où il y a une forte représentation des jeunes agriculteurs.
Sinon, Charlie et Clotilde, Albéric Bent n'est pas un inconnu dans le monde politique guyanais. Il a été conseiller général de Mana, conseiller communautaire et membre fondateur de l'AGEG. Est-ce que cette élection est une suite logique pour Albéric Bent? Je pense que ça a certainement joué en sa faveur, parce que des autres candidats, c'était de loin le plus connu, on va dire, hein. Jusqu'ici, Albéric Bent. Et puis bon, je dis que aussi il a bien joué. Bien joué. Il a su s'attirer les suffrages de l'opposition. L'ancien maire s'en offusquait, mais c'est ça le jeu de la démocratie, des tractations. Donc il s'en est servi, il a utilisé en sa faveur. Bravo. C'est la défaite aussi du maire sortant, Georges Passion, qui soutenait, lui, Rosange Firmin? Je ne sais pas si on peut le voir ainsi. En tout cas, comme il dit, il a été soutenu justement parce que c'est quelqu'un qui connaît bien son territoire. C'est quelqu'un qui peut peut-être apporter, plutôt que de rester dans la continuité, qui peut peut-être apporter un souffle nouveau à sa commune et développer des projets qui pourraient aider Mana à séduire mieux le reste de la Guyane, parce qu'il est vrai que Mana est quand même une commune qui a besoin de rayonner. C'est vrai qu'on peut s'interroger effectivement sur le nombre de candidatures au sein même de sa majorité. Voilà, c'est ça. Alors, on peut l'interpréter de diverses façons. Est-ce qu'il y avait une petite... C'est un phénomène qu'on a vu aussi pour l'élection à Matoury, qui se tramait depuis quelque temps au sein de cette majorité, ou bien il s'agit là de l'expression, on va dire, d'une certaine impatience qui s'est manifestée. Des gens qui ont travaillé pendant longtemps auprès de lui, qui aujourd'hui avaient besoin de passer de l'ombre à la lumière, de montrer leur savoir-faire, comme Albéric Bent. Voilà. Albéric Bent qui devra se donner les moyens donc, de développer économiquement sa commune, mais aussi d'endiguer le fléau qu'est l'insécurité, une lutte contre la violence qui est au cœur d'une semaine de sensibilisation dans un collège de Cayenne, le collège Oxos-Contou. Des ateliers sur la gestion des conflits, des règles de vie en société ont été proposés aux élèves. Voyons le reportage de Vanessa Porphyre et Frédéric Larzabal. L'enseignante rappelle ce qu'est la violence verbale. Pourquoi quelqu'un, à un moment donné, va insulter quelqu'un d'autre ou bien le battre? Elle évoque également l'attitude à adopter pour désamorcer des conflits, puis place au jeu un outil comme un autre pour mettre en pratique le concept de non-violence. La plupart des collégiens ont été confrontés à la violence verbale ou physique en tant que victimes, auteurs ou témoins. Cette semaine tentera d'apporter des réponses à toutes leurs interrogations, mais finalement, quel est leur avis sur la question? Je pense qu'il faut arrêter cette violence parce que nos parents nous emmènent à l'école pour travailler, mais non pour se battre. Lorsqu'il y a une violence, pas envers moi, mais envers une autre personne, je me mets à l'écart. Et lorsqu'il y a une personne qui veut de la violence envers moi, je ne m'occupe pas, je laisse la personne parler. Et si la personne elle veut me toucher, je vais en parler à mes parents ou à une personne, une grande personne dans le collège, des adultes. Alors des jeunes collégiens qui font un constat, qui mènent aussi la réflexion, et c'est important. Cette démarche est approuvée, elle est très importante. Parce qu'on constate effectivement que la violence, c'est un phénomène qui gangrène notre société actuelle. On le voit à travers l'actualité. Pour un rien, on sort l'arme blanche, on sort l'arme à feu, voilà. Et à se demander comment des armes peuvent circuler aussi facilement au sein de notre société. C'est vrai que le phénomène est inquiétant et qui a réussi à pénétrer le cercle scolaire, des établissements scolaires. Quasiment tous les jours, dans certains établissements, il y a une bagarre. Et le personnel s'en inquiète. Il y a un mois, personnel enseignant, personnel, voilà. Donc il faut faire quelque chose. Je pense que c'est la perception même de la violence qui est à revoir. C'est que la violence peut nous apparaître à nous comme quelque chose, comme un fait, comme une action extraordinaire, mais peut-être pas à ces jeunes qui sont, dès leur plus bas âge, au fait d'actions violentes, de mots violents. La violence, elle est dans les paroles, dans les mots, dans les actes. Elle n'est pas que lorsqu'on sort un couteau ou une arme. Donc, c'est déjà comment on appréhende cette violence-là, comment dans les foyers, les parents gèrent les débordements, comment les parents eux-mêmes se comportent vis-à-vis de l'autre. Il y a ça aussi. Quel est votre regard là
sur ce phénomène de violence chez les jeunes? Je partage ce regard, surtout que moi, mon dernier travail avant d'être agriculteur, je travaillais en tant qu'assistant d'éducation dans un collège. D'accord. Donc cette violence-là, je la voyais. Et je voyais aussi surtout ceux qui prenaient des coups, qui prenaient des brimades, en souffrir, mais également ceux qui les donnaient. Parce que parfois, quand on fait des réunions avec ces jeunes-là, parfois ils étaient dans des contextes au niveau de la vie de famille qui n'étaient pas faciles. Donc ils n'arrivaient déjà pas à gérer ça chez eux et retransporter ça à l'école. Donc il y avait beaucoup de choses derrière cette violence-là. Il y a énormément de choses à gérer en réalité du fait d'une bagarre, mais derrière, il y a de véritables souffrances. Est-ce qu'il peut y avoir une passerelle entre ces jeunes qui sont pour la plupart des citadins, ils vivent dans des zones urbanisées, et le monde agricole? Écoutez, moi, ça me fait penser à un atelier que j'avais mis en place dans le collège dans lequel je travaillais avec le principal. Bien souvent, tous les jeunes qui commettaient qui étaient victimes, enfin pas victimes, qui étaient à l'origine de certaines bagarres, des choses comme ça. Donc le classique, ils étaient punis. Et finalement, leur punition, c'était de venir avec moi dans un atelier agricole que j'avais créé dans l'établissement scolaire. Mais à la fin, cet atelier n'était plus devenu une sorte de punition, mais était devenu au plus méritant. Parce qu'ils apprenaient des choses, ils apprenaient à planter, ils récoltaient. Ça pouvait susciter des vocations. Exactement. Et d'ailleurs, ça a suscité des vocations, puisque quelques années après, j'ai vu certains de ces élèves-là arriver au lycée agricole de Matizzi et me rappeler qu'ils étaient dans ce fameux atelier-là. Donc ça me fait penser à ça. Parce que la nature a le pouvoir aussi d'apaiser et de recentrer. Exactement. Et je pense que certains ont trouvé leur épanouissement dedans. Donc je pense qu'il y a véritablement alors pas forcément que dans l'agriculture, mais en tous les cas, l'agriculture en est un des moyens. D'ailleurs, on va mettre en place aussi des ateliers dans les écoles primaires, des choses comme ça, parce que depuis le plus bas âge, on veut les intéresser et voir peut-être canaliser certains. Alors, on quitte la non-violence pour tomber dans un conflit qui concerne les agriculteurs, qui oppose des membres de la FDSEA depuis 10 jours à des agriculteurs, donc au maire de Macroya. On verra les images dans quelques instants. Du purin a été déversé aux abords de la mairie. La FDSEA, le syndicat agricole, demande à Gilles Adelson de respecter un engagement qui date du début des années 90, la cession gratuite de terres agricoles aux exploitants de la commune. Je vous propose d'écouter le maire de Macroya ainsi que Christian Epayi. On en reparle juste après. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les agriculteurs puissent avoir leur titre de cession gratuite, comme tous les agriculteurs de Guyane. Mais nous, il n'est pas question de payer, c'est à la tête du client. Il y a des gens, vous voyez bien sur les papiers, il y en a qui payent 1 000 € l'hectare, d'autres 2 000 €. Quelqu'un qui est pluriactif, qui a juste 1 hectare ou 2, qui veut acheter ces terrains à 1 000 ou 2 000 €, c'est peut-être possible. Mais pas un agriculteur. Un agriculteur ne doit pas acheter son outil de travail qu'il a exploité pendant 40 ans. Chaque agriculteur, comme je l'ai dit ce matin, a ses hectares, a sa propriété. Celui qui fait du maraîchage n'est pas impacté comme celui qui fait de l'élevage. Donc c'est cas par cas. On travaille avec la DAF. Je suis soumis, en tant que premier magistrat, à un certain nombre de lois. Vous ne verrez jamais, dans aucune commune de France ou de Navarre, une municipalité qui donne un terrain gratuitement, sauf cas exceptionnel, en cas donc d'utilité avérée ou autre. Clotilde Séraphin, je vous vois déjà sourire. On n'y voit pas très clair dans cette affaire. Mais c'est un vrai sac de nœuds, effectivement, parce que les agriculteurs n'ont pas tort et le maire pas complètement non plus, dans la mesure où effectivement quand ils ont signé leur bout amphithéotique, pour la plupart dans les années 80, c'était un bail de 30 ans et le CNES leur avait cédé ce bail en leur disant si vous mettez, il y a des écrits qui le prouvent, si vous mettez à profit, en valeur votre parcelle de terre, à l'issue des 30 ans, elle vous sera cédée gracieusement. Mais entre-temps, 30 ans, c'est long. Et c'est bien ça peut-être le problème et ce qu'il faut peut-être revoir. Bon, un bail, c'est entre 18 et 99 ans, mais 30 ans, ça reste long quand même, la preuve. C'est pour ça qu'on en est là. Entre-temps, il y a eu différents écrits et puis il y a eu cette ligne de cession gratuite qui a disparu. Et le maire, il s'appuie sur un document où cet alinéa ne figure plus. Donc, quelque part, il vous dit, je ne peux pas céder gracieusement les terres. Et il n'a pas complètement tort. Maintenant, il faudrait peut-être, et c'est ce que certains agriculteurs disent, il faudrait peut-être porter plainte
Donc, voilà, parce qu'il y a eu quelque part ce qui qualifie de faux, en oubliant cet alinéa. C'est vrai que cession gracieuse d'un côté, cession heureuse de l'autre. Bon, moi, je peux comprendre la motivation des uns et des autres. Hein. Bon, alors finalement, je crois que pour sortir de tout cela, c'est chacun qui va devoir faire un pas vers l'autre pour essayer de trouver un terrain d'entente sans jeu de mots. Mais ce qui m'interpelle avant tout dans cette affaire, c'est que l'accès au foncier, c'est l'affaire de l'ensemble des agriculteurs. Et je ne comprends pas que dans ce combat-là, la FDSEA soit seule. On pose la question au président des jeunes agriculteurs. Vous avez donc fait passer un communiqué, sauf que vous n'êtes pas aux côtés de la FDSEA. Quel est votre regard sur ce conflit, en quelques mots, Jean-Hubert François? Pour moi, c'est normal que les agriculteurs préservent leur outil de travail. Moi, dans ce dossier-là, je n'ai que deux choses à dire en réalité. C'est que le traitement doit être fait au cas par cas. Et pour revenir à la question que nous, on avait, donc aux côtés de la FDSEA et du GRAGE, où on avait acté ces fameux 2 millions, moi, je reste ferme dessus en disant que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est-à-dire que les 2 millions doivent être partagés de manière équitable. Ça, c'est pas vraiment l'affaire des jeunes agriculteurs. Mais en tous les cas, le plus grand nombre des agriculteurs concernés par ce dossier-là du CNES et de la mairie doivent profiter de ces 2 millions. Et vous pensez que ce n'est pas ce que prône la FDSEA ? Bon, moi, en tous les cas, d'entrée de jeu, j'avais eu cette discussion avec M. Julien Ducas, où je lui avais dit que moi, c'était ma vision. Il m'avait fait comprendre, en tous les cas, que lui, ce n'était pas sa vision de la chose. Donc, je pense qu'on n'était pas d'accord du tout sur le sujet, mais moi, je reste ferme sur ma position. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. Mais dans ce document qui a été signé le 1er avril, c'est-à-dire une annexe, l'annexe 7 du protocole spécifique au traitement des dossiers de la commune de Macoria, les baux agricoles, il stipule que les baux agricoles situés sur la commune de Macoria font l'objet d'un traitement spécifique permettant la cession des parcelles aux agriculteurs à un coût plafonné à 50 € l'hectare. C'est dans ce même document qu'on mentionne le fonds de garantie à hauteur de 2 millions d'euros. C'est un document qui a été signé par le GRAGE, par la FDSEA, par le préfet, mais pas par les JA. Pour quelle raison? Dans la mesure où 50 € l'hectare, je pense que la majorité des agriculteurs, pour ne pas dire tous les agriculteurs concernés par les baux CNES, accepteraient. Je n'avais pas signé ce document-là pour la simple et bonne raison que depuis à ce moment-là, quand j'avais discuté avec la FDSEA, ils m'avaient très clairement fait comprendre que tout le monde ne bénéficierait pas de cet argent. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on va faire une grève. Des 2 millions, question. Oui, les 2 millions. Ces 2 millions-là que vous voyez. Si l'État propose 2 millions, c'est que l'État a déjà fait son estimation. Oui, et ça peut couvrir toutes les rétrocessions. Non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ce que la FDSEA veut, ils veulent que les 2 millions soient donnés à la mairie et que ça soit eux à côté qui fassent justement pas vraiment le listing, mais en tous les cas, le recensement, de savoir comment on va partager l'argent. Et dans ce truc-là, je vois le truc arriver gros comme une maison. Ça va être favorisé les plus gros, ceux qui ont 200, 300, 400. Alors ça peut être impopulaire ce que je dis, mais je suis dans la réalité, moi. Et quand je n'ai pas signé ce document-là, c'est parce que dans la discussion, j'avais déjà averti, messieurs, attention, tout le monde doit en profiter. Et aujourd'hui, on est encore au même point, en tous les cas, en ce qui concerne la FDSEA et les JA, où je ne suis pas sûr que tout le monde va en profiter. Donc c'est pour ça que quand le maire, lui, il dit qu'il va faire du cas par cas, moi je rejoins cette ligne-là parce qu'à ce moment-là, je sais qu'au moins que si une personne n'a rien eu, c'est parce que peut-être qu'elle a refusé ou que ça ne l'intéressait pas, mais on ne pourra pas après venir dire que oui, vous les jeunes agriculteurs, vous aviez participé, les autres ont eu, nous on n'a pas eu. Mais est-ce que vous avez été sollicité par la FDSEA là, ces derniers jours ? Ah ben d'ailleurs, on n'a pas été sollicité non plus. D'accord. Donc, du coup, on ne nous a pas invités. Et on ne nous a pas invités parce que d'entrée de jeu, on savait que nous, notre position n'était pas du tout la même. Donc, alors, ça ne remet pas en cause que les agriculteurs ne doivent pas avoir leur outil de travail. C'est pas ça que je remets en cause. C'est sur la méthode que vous contestez, en fait. Moi, c'est la méthode que je conteste. C'est la méthode et puis ce pseudo-partage où on est déjà un petit peu habitué, on l'a déjà vu dans le passé. Vous parlez de pseudo-partage, vous pensez aux copains, aux coquins moi, je vois quoi, en fait je vois que aujourd'hui, on est en train de dire oui, la mairie donne des terrains à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Mais j'ai envie de dire parfois, il faut savoir retirer la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et parce que là, ce partage-là qui va être fait, moi, je le dis et je reste ferme dessus, quitte à être impopulaire dessus. Moi, je veux voir tous les petits là qui ont des 2 hectares, des 3 hectares, ceux qui travaillent à côté mais qui font de l'agriculture également et qui participent à l'économie agricole du pays, je veux qu'ils bénéficient également de ce
ces 2 millions, quitte à être impopulaire, quitte à être fustigé par les gros agriculteurs aujourd'hui. Alors, Jean-Hubert François, on me signale que l'émission est déjà presque terminée. Alors, on voulait parler de l'étoile de Matoury qui s'est imposée en Coupe de France. Quelques mots extraordinaires pour un club de quartier qui évoluait en promotion d'honneur il y a encore trois années. Bel exploit, mais je dirais que l'équipe a eu beaucoup de chance, énormément de chance, parce que ça fait partie du jeu aussi. Avant, j'aurais pu plier le match dès la première mi-temps. Vous aimez le football, vous suivez? Oui. Donc vous supportez... moi, je les encourage à aller au plus loin. De toute façon, vu l'étape qu'ils ont franchie, s'ils vont plus loin, ce sera super. Que du bonus, voilà, ils sont opposés à l'Athletic Club de Houille. Et on signale aussi que le Gendarme de Kourou, de son côté, a été nettement battu 9-1 en métropole face à Saint-Brieuc. Merci Jean-Hubert François d'avoir accepté l'invitation de Club Hebdo. Bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Merci.